Alors, je réponds sincèrement non, je ne serais pas prête à non parce que j'ai... Vous seriez prête, vous, à vous faire à servir de cobaye pour un vaccin? Non, pas du tout. Alors, je réponds sincèrement non, je ne serais pas prête à non parce que j'ai pas envie de m'exposer à un certain nombre d'effets secondaires. J'y vois là quelque chose d'assez sidérant qu'on nous appelle à faire des tests comme ça alors qu'il y a bien d'autres maladies, des maladies qui concernent peu de personnes mais qui sont très graves et sur lesquelles l'investissement en recherche n'est pas fait. Donc je ne vois pas pourquoi on battrait le tambour pour ce vaccin alors que moi je... Parce qu'on est en pleine crise. Oui, non, mais on est en pleine crise d'une épidémie et d'une maladie qui ne me semble pas justifier tous ces milliards, alors que par ailleurs, il y a d'autres maladies qui tuent bien plus de gens sur la durée et qui concernent bien plus de monde aussi. Donc moi, non, je ne suis pas favorable. C'est l'aspect politique qui me gêne dans cet emballement par rapport au Covid-19. Encore une fois, il y a bien d'autres maladies. Quand on pense à ce que le sepsis fait comme mort chaque année, le sepsis, c'est une bactérie, mais il y a énormément de recherches qui devraient être conduites sur le sepsis. Il y avait d'ailleurs eu, juste avant le déclenchement de l'épidémie de Covid, un rapport qui avait été rendu aux parlementaires pour dire à quel point le développement de ces bactéries avec la résistance aux antibiotiques était inquiétante et qu'il y allait avoir une augmentation faramineuse du nombre de gens qui seraient, sinon décédés, du moins gravement handicapés par la hausse du sepsis. Or, la recherche dans ce domaine est sous-dimensionnée. Donc moi, je considère que non, ça ne justifierait pas que j'aille m'exposer pour le Covid-19. Jean-Marie Le Guen, je vous vois faire les gros yeux face à ce que dit Barbara. Je pense qu'il faudrait mieux dire qu'on est contre les vaccins, comme ça ce serait plus clair. Alors, si vous n'êtes pas contre les vaccins, je ne vois pas comment vous pouvez être contre ce vaccin-là. Mais parce qu'il je semblerait quand même qu'il y a une m'oblige à épidémie. devenir Je ne veux pas dire, mais il semblerait qu'il y a une épidémie, qu'il y a des gens qui meurent de cobayes. On fait tous. Je veux dire, à partir du moment. Comment vous pouvez venir me dire que je suis anti-vaccin? Je suis vaccinée, j'ai fait vacciner ma fille contre tous les vaccins et même des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Donc, n'allez pas me dire que je suis anti-vaccin. Je suis juste, je n'ai pas envie d'être cobaye. Excusez-moi, c'est tout. Cette maladie, bon voilà, on a pris 5 malades en réanimation hier, un malade cette nuit de 47 ans, qu'elle tue environ 15% des malades, malgré qu'on ait fait des progrès, il y a encore beaucoup de morts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la vaccination, l'immunité collective va se faire avec 30 ou 40 000 morts de plus, et si on peut aller un peu plus vite pour trouver des médicaments actifs, c'est important. Alors le vaccin, c'est assez particulier parce que c'est pas un médicament, c'est quelque chose qui prévient une maladie, donc ça doit avoir quasiment zéro effet secondaire, donc il faut bien le tester un jour. On n'a pas fait tout un pataquès pour créer des vaccins depuis très longtemps, pour protéger du métapneumovirus pour le cancer de la femme du col de l'utérus, pour tout un tas d'autres choses, et on n'a pas fait un pataquès, on l'a fait, ça a marché, ça a été formidable en termes de santé, donc il ne faut pas commencer à être suspicieux avant de commencer. Je crois que c'est tout à fait incorrect, et puis faire des procès d'intention aux gens alors qu'il y a un problème de santé, et je me fiche complètement du laboratoire qui développe le vaccin. Je pense que c'est... Barbara Lefebvre en plateau. À partir du moment où on n'est pas du corps médical et on ne porte pas une blouse blanche, dès qu'on émet le moindre doute, on est complotiste, anti-vaccin, on met le doute sur tout, on est les acteurs de la défiance, et si la démocratie est en si mauvais état, c'est de la faute de gens qui doutent. Non mais on ne vit pas dans le monde de la vérité des blouses blanches, hein, parce que si c'était le cas, excusez-moi, il serait tout aussi inquiétant que la vérité. Si, monsieur Timsit, parce que là, le discours péremptoire, on n'a pas fait tout un... Non, mais on n'a pas fait... Si, les médecins, une grande partie d'entre eux sont péremptoires, on n'a pas fait tout un pataquès. Oui, excusez-nous de juste poser une petite question qui d'ailleurs ne changera pas le cours des choses, parce que nous n'avons pas, ni Émeric ni moi, le pouvoir de l'INSERM, ni même le vôtre, ni celui de la DGS ou de Santé publique France. Donc on a juste le droit d'émettre une opinion, et ce n'est pas là faire un pataquès. Voilà. Vous ne changerez pas d'avis sur la question. On sait bien que vous ne changerez pas d'avis, mais en l'occurrence, être anti-vaccin dans ce moment, difficile en termes de santé. Anti-vaccin, mais enfin c'est sidérant ça. Mais vous voulez que je vous montre mon carnet de santé? Oh, mais chère madame, je ne veux rien, j'entends ce que vous dites. Non mais c'est incroyable. Le moindre chose que l'on dit aujourd'hui, on est complotiste et anti-vaccin. Vous voulez voir mon carnet de santé? Je suis vaccinée. J'ai encore une fois... Barbara. Non mais c'est sidérant. C'est procès d'intention permanent. Je vous écoute. Lui poser une question, laissez-le répondre. Alors c'est quoi là? Vous connaissez ça, j'espère quand même. Soumission à l'autorité. Ça a été démontré par Milgram. Il suffit qu'il y ait un type en blouse blanche avec un uniforme, tue monsieur, envoie des charges politiques à madame.
C'est parce que c'est la soumission à l'autorité. Mais dans le monde entier. Eh oui, C'est extraordinaire. Quel est l'objectif? Il n'y a pas d'objectif. Ça a été aux États-Unis, c'est transposé en France. Alors, Eric Nolot. C'est la soumission à l'autorité. Les plus fidèles d'entre vous se souviennent très certainement qu'il y a quelques semaines en arrière, nous avions déjà diffusé une vidéo où vous aviez un cinéaste qui faisait clairement allusion à l'expérience de Stanley Milgram pour expliquer pourquoi les gens obéissent. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut revenir. Toutes ces manipulations, ces tortures, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, bien qu'on ait des vérités qui éclatent au grand jour, au travers, cette fois-ci, des médias mainstream, puisque vous avez vu, il y a des professeurs, il y a des médecins qui s'expriment, et vous avez même donc cet essayiste qui est quand même monté au créneau, malgré tout, les gens continuent à obéir. Donc là, il faut aussi se référer au syndrome de Panurge. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Syndrome de la blouse blanche », en référence aussi au syndrome de Panurge, parce que c'est inclus dedans en réalité, puisque dans le syndrome de Panurge, vous vous souvenez, il y a plusieurs critères. Alors je ne vais pas refaire toute l'explication, vous avez la vidéo, je vais vous la remettre dans la partie description, et souvent j'épingle dans la partie commentaire, donc ce qui me paraît important d'observer, que je n'ai pas pu dire, ou que je n'ai pas eu le temps de dire, ou que j'y ai pensé sur le moment, et puis après, pris dans la discussion... dans les explications, après on oublie, donc je vous le rajoute souvent en lien en plus. Donc dans les critères, il y a également, alors bien sûr il y a le nombre, mais il y a aussi l'autorité. Et donc là on parle bien du syndrome de la blouse blanche. Alors c'est une expérience qui a été réalisée il y a plus d'un demi-siècle par un jeune chercheur en psychologie sociale de l'université de Yale. Donc c'est une grande université, une université réputée aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui était hanté par les atrocités de l'Holocauste. Et donc il a eu l'idée d'une expérience inédite pour tenter de comprendre les mécanismes psychologiques qui ont conduit des milliers d'hommes à torturer et tuer des millions d'autres. Donc sous prétexte d'étudier l'efficacité donc de la punition sur l'apprentissage, alors il a demandé à des participants d'administrer des charges électriques fictives à des tiers, ou du moins à un tiers. Il y avait un témoin en fait. Et l'objectif, en fait, c'était de mesurer le niveau d'obéissance à un ordre contraire à la morale. Et donc les résultats, ils ont été publiés en 1963 dans un prestigieux journal, donc ébranle l'opinion publique. C'est-à-dire que l'opinion publique, à l'époque, était sidérée. Donc les 2/3 des participants infligent cette torture dès lors qu'une figure d'autorité le leur demande. Donc 2/3, donc ce qui est énorme. Donc vous imaginez, remis dans le contexte d'une population. Alors le nom de Stanley Milgram fait le tour du monde forcément. Par la suite, donc, le jeune scientifique réalise une série d'expériences du même type dont les résultats démontrent que sous la pression d'une autorité, la majorité des personnes exécutent les ordres, même si elles sont informées qu'elles peuvent se retirer de l'expérience à tout moment et qu'elles savent que les chocs électriques qu'elles infligent à l'autre peuvent avoir de graves effets sur la santé. Alors 50 ans plus tard, les conclusions de Milgram semblent toujours d'actualité. Alors il y a eu une équipe de l'université, cette fois-ci de Varsovie, donc en Pologne, donc, qui a obtenu des résultats très proches de ceux du scientifique américain en produisant fidèlement l'expérience de départ. Alors leur étude, là ça montre que 72 des 80 participants ont accepté d'administrer à leurs victimes le niveau d'électrochoc le plus élevé, c'est-à-dire 450 volts, soit le 10e niveau dans l'expérience de Milgram, qui présentait 30 niveaux au total. Alors pour la même expérience, Milgram avait obtenu un taux de 65%, donc on retrouve encore une fois, vous voyez le taux de 65%, donc qui équivaut à peu près à 2/3. A essayé en fait de mesurer le degré d'obéissance de l'individu et aussi tout le processus de soumission. L'expérience de Milgram est une situation qui met en scène 3 personnes. La première personne, qu'on appelle X, est le chercheur, l'autorité scientifique. La seconde personne, Y, est le vrai sujet, celui dont on teste l'obéissance ou la désobéissance. Et il y a la troisième personne, Z, la victime. This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. And he was going to be asked
Il devait répondre à diverses questions et à chaque fois qu'il donnait une réponse incorrecte, j'étais chargé de lui envoyer une petite décharge électrique. À mesure que la difficulté des questions augmentait, les réponses étaient de plus en plus mauvaises et j'augmentais à chaque fois l'intensité des décharges. Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. On entendait les personnes, enfin en tout cas les sujets, souffrir après quelques fois où ils répondaient de façon erronée, on les entendait souffrir. Il y avait placé au-delà de la personne qui donnait les décharges électriques, une personne qui représentait l'autorité scientifique. Justifier une action en se référant à une autorité. C'est-à-dire que parce que quelqu'un l'a dit, et quelqu'un de plus important que moi, qui est une autorité sur une certaine communauté, par exemple scientifique, c'est parce que tel scientifique l'a dit, c'est la vérité. Are you all right? Please continue, teacher. I know I keep getting them shocks. Continue. I'm up to 390. Continue. Something happened to that man there. Nice and bold. Dollar necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check it out, sir. You won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. La manière dont on va percevoir l'autorité, dont on va la légitimer est aussi importante. C'est-à-dire qu'il y a une part aussi en nous qui vient de notre contexte familial, de notre contexte social, qui va venir aussi définir des perceptions. Dès son plus jeune âge, on apprend à un enfant à obéir à ses parents, à éviter le danger, à ne pas se faire écraser par une voiture ou à se brûler avec le four. Puis les professeurs lui enseignent à obéir pour pouvoir apprendre et faire ses devoirs. Puis en grandissant, face à toute situation, nous devons apprendre à nous arrêter au rouge. Il y a un autocollant pour voiture très populaire aux États-Unis qui dit « Remettez en question l'autorité ». Pas « désobéissez à l'autorité », mais « remettez-la en question ». C'est la leçon que Milgram voulait nous enseigner. L'esprit humain conserve quand même cette conscience de ce qu'il est en train de réaliser. Et c'est là où effectivement peut venir se greffer cette capacité qu'on pourrait peut-être avoir de prendre un recul nécessaire pour commencer à désobéir. Once he didn't answer mine twice, but the third time he refuses to answer, I don't want to go any further. Because I think that when we're getting to the stage here, and he is complaining of a heart condition, and he is complaining now, I don't want to go any further. You had no other choice, did you? I don't have a choice. I'm not going to go ahead with it. Il a été établi avec certitude que de 1933 à 1945, des millions d'innocents furent systématiquement massacrés sur ordre. Les chambres à gaz ont été construites, et quand nous avons regardé les quotas quotidiens fournis, avec la même efficacité que s'il s'était agi de fabriquer des outils. Certes, cette politique inhumaine a pu germer dans l'esprit d'une seule personne, mais si elle a pu être mise en œuvre sur une large échelle, c'est uniquement parce qu'un très grand nombre de gens a obéi aux ordres. On glisse progressivement. On n'y saute pas à pieds joints. Richtig zahm Bär. X. Süß Bonbon, süß Mädchen, süß Geschmack, süß Essigfrucht. Silikon 345.
Milgram, ce qu'il y a surtout d'intéressant, au-delà en fait de cette mesure de degré d'obéissance et de ce processus de soumission, c'est que, à mon sens, il y a l'étude préalable qu'il avait effectuée auprès de certains médecins, de psychiatres, de psychologues, où effectivement il avait demandé, d'après vous, combien de personnes dans ces conditions-là allaient aller jusqu'à des doses mortelles d'électricité. Ce collège d'experts a dit dans la majorité que plus ou moins 1 à 2% de la population aurait été jusqu'au moins 150 volts, pas plus. Et en fin de compte, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est une histoire absolument terrible. Les gens qui ont été soumis à cette expérience n'étaient pas pris par une hystérie de masse. Ils ne subissaient aucune pression. Il n'y avait ni récompense, ni représailles s'ils ne faisaient pas ce qu'on leur demandait. On ne leur a jamais monté la tête avec la méthode classique. Ces gens que tu tortures, ce sont des êtres inférieurs, ils ne comptent pas. Ça jamais. Toutes les raisons que l'on invoque pour expliquer un comportement brutal ne sont pas recevables ici. Ce qui rend l'affaire non seulement passionnante sur le plan scientifique, mais aussi dérangeante et effrayante. J'ai reçu une lettre d'un habitant du nord de l'État de New York où il fait très froid l'hiver. Sa lettre disait « Je trouve vos recherches très intéressantes mais limitées, parce que vos victimes ne sont pas réelles. Dans mon travail, j'ai de vraies victimes. » Il s'avéra que cet homme travaillait pour la compagnie d'électricité. Il était chargé de couper le courant à ceux qui n'avaient pas payé, même lorsqu'il gelait dehors. C'est pour ça qu'il écrivit à Milgram « J'ai de vraies victimes. » Ceux qui, au cours de l'expérience, ont commencé à émettre des doutes, à poser des questions, à demander ce qui se passait exactement. S'ils le faisaient dès le début, ces gens-là finissaient assez rapidement par désobéir. Vous venez de voir un instant ce mini-reportage à la fois instructif et en même temps terrifiant, et vous avez vu la question qui se pose à la fin, à qui profite cette soumission? Alors poser la question dans le contexte si particulier et même troublé de cette année 2020, c'est y répondre, hein. Vous imaginez bien que les crânes d'œufs qui dirigent notre monde, hein, qui sont à la manœuvre, sont au courant de cette expérience qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, et donc connaissent, hein, les failles psychologiques, hein, les failles de la psyché humaine, donc qui sont capables effectivement d'utiliser cette faille-là pour amener les masses populaires. Donc vous avez vu le ratio, hein, 2 tiers à chaque fois que l'expérience a été reproduite à différentes époques, dans différentes conditions, nous retrouvons à chaque fois ce ratio de 2 tiers, donc ce qui est quand même énorme, 2 tiers. Hein. Ça veut dire qu'on peut pousser des masses, hein, à l'insu de leur plein gré, donc des populations, à accomplir des actes soit immoraux, voire odieux. Et donc là, on a aussi l'expérience, malheureusement, l'expérience sur le plan historique, sur le plan social et politique. Hein. Vous avez vu les images d'horreur. Hein. Et donc on espère ne pas les revoir, mais malheureusement, quand on voit le cheminement, quand on voit les derniers développements, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter forcément. Alors, si on se replace dans le contexte, hein, astral, qui est le nôtre, on retrouve effectivement cette idée d'ordre et d'autorité avec le Capricorne, bien sûr. On en a souvent parlé, avec la présence de Jupiter, de Pluton, de Saturne dans le signe
du Capricorne. Et c'est vrai que lorsque l'on parle d'uniforme, alors on parle des scientifiques, et là nous avons bien le Capricorne, hein, qui est le signe des sages, hein, puisque c'est un signe qui est gouverné par Saturne, Saturne alias Chronos avec sa barbe blanche. Donc on parle d'expérience, on parle d'autorité, de quelqu'un qui est censé être plus sage que nous, qui a l'expérience, qui a du vécu. Effectivement, le Capricorne symbolise bien les seniors de manière générale, mais c'est vrai qu'on peut très bien aussi avoir des... on a vu des blouses blanches jeunes, hein, bien sûr, mais ce sont des gens qui ont la technicité, qui ont l'expertise pour pouvoir justement, et ils ont les diplômes, hein, les titres qui vont avec, qui font que ça fait autorité dans une société. C'est pour ça qu'on nous les présente comme des experts. Et on peut transposer, bien sûr, lorsque l'on parle de blouse blanche, on peut transposer aussi à l'uniforme, bien sûr, hein, l'uniforme donc militaire et également l'uniforme des forces de l'ordre. Hein. Là, on retrouve encore une fois l'ordre capricornien, donc qui est tout puissant, avec Jupiter, donc plus imposante planète du système solaire, qui symbolise le politique, Pluton, bien sûr, les puissances financières, les puissances cachées qui sont à la manœuvre, donc qui calculent, qui manipulent, avec Saturne également, donc qui planifient, qui font aussi de l'expérimentation, puisque Pluton, c'est le maître du Scorpion. Le Capricorne et le Scorpion, hein, sont des signes, effectivement, qui sont très doués pour faire de l'expérimentation, pour mener des expériences, pour mener des investigations. Et puis si on ajoute un Mars qui est dans le signe du Bélier, qui est dans son domicile et qui est une planète en exaltation par rapport au Capricorne, on retrouve bien donc ce caractère militaire et disciplinaire, donc qui fait que les gens marchent quelque part au pas de loi. Pendant qu'on y est, puisque nous parlons manipulation, refaisons un point sur ce fameux concept que vous connaissez très certainement, qui a été théorisé par Noam Chomsky. Je vous remettrai des références pour ceux qui ne le connaissent pas. De toute façon, vous avez là le journaliste, hein, Richard Bountry, qui vous en parle. Et donc, je vous diffuse la vidéo. Donc, vous avez ce journaliste qui est indépendant et donc qui vous parle de cette fameuse fabrication du consentement, notamment par rapport à ces sondages. Et ça, nous en avons déjà parlé dans de précédentes capsules. Mais une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Son sentiment sur cette véritable mascarade, la plus grande arnaque sanitaire du XXIe siècle. Et comme disait ma grand-mère, on nous fait vraiment prendre aujourd'hui des vessies pour des lanternes. Regardez bien ce poste, vous allez en apprendre une belle, comme disait ma grand-mère. Vous avez tous vu ce sondage ce week-end. 72% des Français se disent prêts à respecter un reconfinement. Une information reprise partout, en écho, sur toutes les chaînes de télévision. En gros, si vous n'êtes pas pour le reconfinement, alors vous faites partie d'une extrême minorité de Français. Mais il faut savoir, derrière tout cela, que l'on peut tout faire avec un sondage. On peut lui donner le sens que l'on veut. On peut lui faire dire absolument n'importe quoi. C'est même devant la presse le premier des leviers de la manipulation actuelle du pouvoir. Prenez-y garde, c'est vraiment dangereux. En France, c'est très facile à comprendre. Le pouvoir commandite des sondages à des instituts tendancieux dont Ipsos fait partie. Les résultats répondent ensuite aux attentes des commanditaires. Ils sont transmis ou pas en fonction des résultats aux médias qui s'en font bien sûr écho. On utilise véritablement les résultats de ces sondages pour conditionner les foules, sans pourtant se poser les questions essentielles, en tout cas les livrer. Qui est le commanditaire derrière tout cela? J'aimerais vraiment que l'on me dise qui a payé pour ce sondage Ipsos. Comment ont été rédigées les questions? Les questions étaient-elles fermées? Les questions étaient-elles orientées? C'est ce qu'on appelle tout simplement dans le milieu le cadrage et l'amorçage. La façon de poser la question qui détermine bien entendu la réponse. Je connais bien cela dans le journalisme. Par exemple, en l'espèce, 3 façons de poser la question. Êtes-vous pour un reconfinement? Pensez-vous qu'un reconfinement risque de détruire l'économie, mais malgré tout, êtes-vous pour? Soutenez-vous l'idée d'un reconfinement? 3 façons d'exposer la même question, et pourtant, bien sûr, vous l'imaginez, 3 réponses totalement différentes. Du reste, les sociologues Tversky et Kieman ont montré que cet effet de cadrage pouvait conduire à des résultats totalement opposés. C'est aussi la façon la plus putassière d'interpréter les chiffres. C'est de rajouter les peut-être et les sans-avis dans le résultat final, pour permettre tout simplement aux commanditaires d'obtenir le fameux et tant attendu, le chiffre magique. Autre question derrière tout cela, quel est le panel? D'où viennent les personnes interrogées?
C'est ce qu'on appelle tout simplement dans le jargon l'échantillonnage. Eh bien, chez Ipsos, la compétence, l'intégrité des hommes qui dirigent cet institut est, croyez-moi, fortement connotée politiquement. Et là, je vais vous livrer l'info. Les dirigeants sont des ex-militants politiques socialistes avérés. Ils s'appellent Lèche et Truchot. Sur les derniers appels d'offres, tenez-vous bien, lancés par le gouvernement, Ipsos en a rapporté combien? 4 sur 10. Qui travaille aujourd'hui, voilà l'info, comme dirigeante chez Ipsos? Najat Vallaud-Belkacem, l'ex-ministre socialiste. Ben voyons, on ne nous prend pas pour des cons. Et que dit Najat? Tenez-vous bien. Elle dit « Ces indicateurs ne sont pas neutres. Ils sont le produit d'un système idéologique de valeurs et façonnent en profondeur la vision du monde. » CQFD. Un lien juteux, malsain existe entre cet institut de sondage et le pouvoir politique. Alors, aujourd'hui, pourquoi ne pas considérer Internet comme étant finalement la meilleure méthode, la plus fiable, pour prendre le pouls de la population? Je termine donc cette minute en vous posant directement la question, êtes-vous pour ou contre un reconfinement? Si j'arrive à 1000 réponses, je transmettrai bien les résultats à Europe 1, au JDD et au reste. Un test grandeur nature. Merci de répondre et de partager pour ou contre un reconfinement. On parle de sondage, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les sondages sont là pour fabriquer l'opinion et non pas pour prendre le pouls de l'opinion. En tout cas, c'est comme ça maintenant que les sondages sont utilisés. C'est-à-dire que là, il y a une perversion, puisque c'est vrai qu'un sondage, ça peut être utile, effectivement, pour prendre le pouls de la population, si c'est fait en bonne et due forme, si c'est croisé. Donc là, vous avez entendu le journaliste, il sait de quoi il parle. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire qu'on vous met un sondage donc, qui est complètement fabriqué, avec un pourcentage. Si on prend l'exemple, par exemple, de la sortie de l'Union européenne, pose la question, êtes-vous pour ou contre la sortie de l'Union européenne? Donc vous avez vu que M. Emmanuel Macron, à la BBC, au mois de janvier, je crois que c'était 2018, je pourrais vous retrouver l'article, où je vous le mettrai dans la partie description, où il disait clairement que si d'aventure il y avait un référendum, donc là on est dans l'optique d'un référendum, qui était fait, on aurait probablement les Français qui sortiraient, qui voudraient sortir de l'Union européenne. Et puis finalement, quand vous regardez tous les sondages qui sont publiés, ceux qui sont officiels, ceux que l'on présente à la population, on voit que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous présente que 2 tiers des gens veulent rester dans l'Union européenne, sont pour garder l'euro, etc. Donc ce qu'il va faire, c'est que vous, quand vous vous retrouvez face à ce sondage, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, ah bah ça c'est bien les Français. Vous voyez? Donc ça veut dire que déjà, vous voyez, ça crée une dissension. Déjà à l'intérieur, vous dites, ça c'est encore, souvent l'expression employée, c'est les moutons, etc. Et puis aussi, vous allez vous sentir minoritaire, pour certains en tout cas, c'est-à-dire ceux qui ont des idées bien tranchées, donc ça ne va pas les faire changer d'opinion, mais ceux qui sont entre les deux, mon cœur balance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément d'opinion tranchée, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se dire, mince, je suis minoritaire. Et ça, là, on rejoint justement le fameux syndrome de Panurge, c'est-à-dire qu'on se retrouve seul, donc marginalisé, et donc ces gens qui sont plus influençables, qui n'ont pas les idées bien arrêtées, vont basculer de l'autre côté. Vous voyez, c'est comme ça que l'on fabrique l'opinion, et c'est comme ça aussi que de manière artificielle, on a vu ça surtout avec M. Macron, mais c'était valable avec d'autres présidents, notamment M. Sarkozy, et M. Hollande, mais c'était encore plus flagrant avec M. Emmanuel Macron. Vous vous souvenez de ces techniques, moi j'appelle ça la technique du restaurateur. Le restaurateur qui vient de démarrer, qui vient d'ouvrir la boutique, il n'a pas encore de clients, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer des gens de sa famille devant les fenêtres pour que les gens qui passent se disent « Tiens, il y a du monde, ça veut dire que ce restaurant-là doit être sympa ». Et donc ils vont rentrer dans le restaurant et c'est comme ça qu'il va se constituer. Donc sa première clientèle, c'est la même chose. Emmanuel Macron, c'est un illustre inconnu qui est arrivé, et puis à coup de sondage, à coup de temps de parole, à coup de commentaires dithyrambiques de la part des éditorialistes, etc. Donc c'est comme ça qu'on lui façonne une image. Donc vous savez qu'aujourd'hui, avec 30% du temps de parole, donc c'est à peu près le ratio qu'a eu M. Macron, notamment pendant la présidentielle 2017, la campagne présidentielle, c'est ce qui permet de fabriquer l'opinion, en tout cas une partie, pour pouvoir justement faire valider dans les urnes, quand après il n'y a pas des carabistouilles et des gros bidouillages, comme ça a été le cas malheureusement
Donc ça, on a eu des preuves patentes d'ailleurs qui ont été pas mal effacées sur le net, hein, parce qu'il y a eu des témoignages et j'avais gardé quelques traces et finalement quand on regarde, les vidéos n'existent plus. Donc voilà un petit peu quelques techniques, et on a une autre technique qui est utilisée, c'est-à-dire de prendre également des commentaires que vous avez sur Twitter, en sachant que derrière Twitter ou Facebook, on ne sait pas qui il y a derrière. Bien sûr, on peut mettre une photo, on peut mettre un pseudo, mais on ne sait pas réellement. Il y a l'anonymat qui existe, ça veut dire que derrière, il peut y avoir aussi des faux comptes, comme il peut y avoir des vrais, il peut y avoir un mélange des deux. On peut sélectionner ce qui arrange. Vous voyez, par exemple, là, ici, j'espère un reconfinement, et puis on met tout ça en forme, on met tout ça en épingle, on fait parler un spécialiste ou une spécialiste, un expert, encore une fois, vous voyez, le syndrome de la blouse blanche, et c'est comme ça qu'on manipule, que l'on induit un comportement. Donc là, je vais vous passer cette vidéo, vous allez voir, c'est édifiant. J'espère un reconfinement. Je veux bien un reconfinement, mais pas être contaminé. Moi, je serais pas contre un reconfinement, je pense. Sur Twitter, les messages de ce type se multiplient. Beaucoup voient la perspective d'un reconfinement d'un très bon œil, surtout pour les personnes fragiles. Effectivement, quand on voit les dégâts sur les personnes âgées, pour les personnes les plus vulnérables, je dirais oui. Pour les protéger au max, ouais. Ça peut être des périodes, par exemple, de telle heure à telle heure, il ne faut pas que vous sorciez. Ne serait-ce, pourquoi pas, pendant les heures de pointe, le matin, quand les gens partent travailler. Mais pourquoi certains veulent à tout prix se reconfiner? Pour essayer de comprendre ce phénomène, on a interrogé Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Il y a une certaine nostalgie, une vraie nostalgie du confinement, même pour ceux qui n'ont pas eu de mal à se déconfiner. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont vécu le déconfinement comme une souffrance psychique, comme quelque chose, une fois encore, qui leur était imposé, a posteriori, ils se disent qu'ils n'étaient pas si mal confinés, qu'ils ont eu davantage de capacité à s'adapter au confinement qu'au déconfinement. Donc en cela, ils sont peut-être assez volontaires pour un reconfinement. Pour cela, on a parlé à la mi-mai, pendant le déconfinement, du syndrome de la cabane ou de l'escargot. Il désigne la peur de retrouver le monde extérieur après une longue période passée chez soi. On s'est rendu compte que ce qui était vécu au début du confinement comme une punition, quelque chose de difficile à respecter et intégrer, était finalement devenu une arme contre l'ennemi invisible. Notre domicile, notre appartement, c'est devenu notre cocon protecteur, le lieu qui nous permet de nous ressourcer, d'avoir un repli sur soi et d'éviter de s'exposer à tout ce qui nous inquiète en ce moment, et notamment le Covid. Ce phénomène, censé être transitoire, doit inquiéter s'il devient chronique. Le risque, c'est d'avoir de plus en plus de mal à s'exposer à la vie sociale. Des symptômes peuvent alors survenir, tels que la méfiance, des tremblements, des palpitations, traduisant une peur de l'autre. Je pense qu'il faut écouter les autorités sanitaires et ne pas s'imposer un confinement s'il n'est pas recommandé pour l'instant. Et ne pas tomber dans les excès, c'est-à-dire de la même manière qu'il ne faut pas sortir sans respecter les distanciations, sans porter le masque. À l'inverse, il ne faut pas faire un excès de zèle en s'enfermant soit ses enfants et se replier du monde social, alors que pour l'instant, la question n'est pas encore sur le tapis. Si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez creuser la question, vous pouvez entre autres regarder cette dernière vidéo qui est parue le 18 septembre, donc qui s'intitule « Manipulation de masse et torture psychologique » avec Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un spécialiste depuis maintenant de nombreuses années de la manipulation et des jeux de pouvoir. Et si le sujet des sondages vous a intéressé, vous pouvez retrouver sur la chaîne une série de vidéos intitulée « Sondages, nouveaux oracles des temps modernes, des prédictions autoréalisatrices ».